Salut YouTube, on part sur l'analyse d'un nouveau template, en l'occurrence le puzzle template, et vous allez voir que à nouveau, même si vous n'êtes pas intéressé par ce type de jeu, en fait il y a plein de fonctions, il y a toute une logique qui est super intéressante et que vous allez pouvoir adopter pour plein d'autres types de jeux. Et rappelons que ce code a été créé par Epic Games. Donc le jeu, le survol rapide, c'est ceci. Donc nous avons ces blocs qui, vous allez voir, sont générés de façon procédurale. Nous avons la possibilité après de survoler chacun de ces blocs avec la souris. On voit qu'il y a un highlight qui se fait et après on peut cliquer dessus pour valider nos points. Vous voyez que le score bouge au fur et à mesure et quand un bloc est déjà activé, on voit qu'on ne peut plus rien faire après dessus. Les points sont activés une fois, ils ne le seront pas deux. Et donc on va voir tout ceci, comment Epic Games l'a justement géré. Donc on va analyser ce projet. Juste petit rappel, ça c'est pour après. Petit rappel, quand vous créez donc un template, c'est le template puzzle ici, enfin quand vous créez un projet depuis un template, c'est le puzzle donc que nous sommes en train d'étudier. Je reviens sur mon jeu, je suis dans le dossier blueprint de ce template et on voit qu'on a 5 acteurs. Je vais essayer de les faire dans l'ordre pour que ça paraisse bien logique pour vous. Le premier, c'est le game mode. Le game mode, rappelez-vous, c'est en gros un espèce de fichier settings, paramètres de votre projet dans lequel vous allez pouvoir préciser différents éléments. Comme par exemple ici le default point class, autrement dit quel est l'acteur que le joueur va jouer au lancement de la partie, et le player controller class, pardon, qui est, vous allez préciser justement un fichier, là aussi je vais appeler ça système, dans lequel on va pouvoir préciser plein de choses par rapport au contrôleur. On va pouvoir agir directement et avoir des paramètres directement liés au contrôleur. Et là on voit que Unreal a créé dans ce game mode, a précisé dans ce game mode deux choses. On le voit par ces flèches jaunes qui écrivent par-dessus les valeurs par défaut, à savoir le default point class et à savoir le player controller. Donc c'est parti, je ferme ça et on va analyser tout de suite ceci. On va analyser le player controller tout de suite et vous allez comprendre pourquoi c'est important vraiment de maîtriser cet aspect, le player controller, et de s'en servir à souhait. Si vous n'avez pas cet affichage-là dans le player controller, vous avez un petit lien qui apparaît vers le haut de l'écran en bleu, vous cliquez dessus, ça vous passe sur ce mode d'affichage-là, mais ça ne change rien en soi, vous retrouvez ces mêmes paramètres. Epic a utilisé ça pour activer ces paramètres-là. En fait, ces paramètres, le show mouse cursor et les trois qui sont en dessous, le fait d'activer les clics, d'activer le touch et d'activer le hover, va nous permettre de pouvoir déjà de base afficher sans arrêt le curseur de la souris, mais en plus pouvoir gérer ces différents événements de clic, de touch et de hover, c'est-à-dire quand on va survoler, etc., des éléments en jeu. Donc on n'a pas besoin en blueprint de préciser ça parce qu'on peut le faire en blueprint. Mais en fait, directement dans le player controller, on peut activer ces différents paramètres de base pour notre jeu. Donc pourquoi s'en priver? Autre chose aussi, on voit ici qu'on a un tableau, le Click Event Keys. Autrement dit, on peut dans ce tableau préciser le ou les boutons de la souris qui vont nous permettre de déclencher les événements. Donc là, on voit que le left mouse button a été mis. Autrement dit, quand on va cliquer gauche avec notre souris, automatiquement, les événements de clic vont être appelés dans notre jeu. On n'aura pas besoin de dire sur le clic du bouton gauche de la souris, non. On a juste à cliquer sur le bouton gauche et automatiquement, les événements de clic, pim, vont être appelés. Dernier élément aussi, le default mouse cursor qui est en paramètre qui nous permet de pouvoir modifier l'aspect graphique du curseur. Donc là aussi, on peut le faire en blueprint, mais autant le faire par défaut quand c'est nécessaire. Vous voyez, quand je survole ou pas d'ailleurs, mais en survolant, ça se voit mieux, j'ai ma souris qui est non pas en forme de flèche, mais qui est en forme de crosshair, donc cette croix qui est devant nous. Donc tout ça, on peut le faire directement au sein du player controller. Maintenant qu'on a vu ça, eh bien on peut fermer ceci et on va passer au fichier suivant. Le fichier suivant, ça va concerner la génération de nos cubes. Parce que là, vous voyez, quand je ne suis pas en mode play, donc quand je suis en mode édition, on voit quoi? On voit qu'on n'a aucun cube présent, alors que quand on lance le jeu, on a bien nos cubes qui sont là sur la scène. Et ça, c'est grâce à ce component qui s'appelle, alors on va le rechercher ici, c'est l'acteur, pardon, pas le component, qui s'appelle Puzzle Block Grid. Donc on va rechercher ici dans le Word Outliner, qui, je vous le rappelle, référence tous les éléments posés sur le niveau. Et vous voyez ici, le Puzzle Block Grid, il se situe là. Donc on a bien un blueprint qui est déposé sur le niveau et qui va nous permettre de générer de façon procédurale cette fameuse grille. Donc on va éditer ça tout de suite, Puzzle Block Grid. Je vais dans le viewport et comme on le fait à chaque fois, on va d'abord analyser les composantes. Et vous allez voir, on n'a pas 36 000. On a celui qui est par défaut, qui est le scene root. Autrement dit, ça permet de visualiser dans l'espace les composantes que nous allons mettre. Et ici, le score text, qui en fait est un component, on le voit en le survolant, text render component. Pour le mettre, vous venez ici, vous tapez texte et vous le retrouvez. Et ça va vous permettre d'afficher du texte directement dans votre jeu sans passer par les widgets pour ceux qui connaissent. Donc là, après, on peut définir bien entendu en jeu, en blueprint,
n'importe quoi pour changer ce texte. On va le voir d'ailleurs, hein, puisque le score évoluant dans le jeu, ça veut dire qu'à un moment, on prend la référence à ce component et on vient modifier son texte. Donc maintenant qu'on a vu ça, on passe dans l'onglet Event Graph pour se dire, ok, comment tu génères les cubes, parce que même là, visuellement parlant, on n'a toujours aucun cube. Ça ne se passe pas dans le construction script, ça se passe dans l'Event Graph. Dans l'Event Graph, on a donc ceci qui s'exécute dès que notre acteur apparaît en jeu. Là, en l'occurrence, dès le début, puisque le blueprint il est posé déjà dans notre level. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la logique globale, avant de rentrer vraiment dans le détail, la logique globale, ça va être de dire à Unreal, OK, nous, on souhaite avoir tant de cubes. Ça va être défini par cette partie-là. Et du coup, quand on va dire on veut avoir 9 cubes, eh bien, on va dire à Unreal, OK, grâce à notre macro for loop, tu vas partir de l'index 0 et tu vas aller jusqu'à l'index 8, puisque de 0 à 8 en tout, ça nous fait faire 9 boucles. Et qu'est-ce qu'on va faire 9 fois? On va prendre la fonction qui est tout au bout, on fait spawn un acteur qui en l'occurrence s'appelle puzzleBlock. On va le voir après, c'est justement le cube en lui-même. Là, on est actuellement dans le blueprint qui permet de générer justement, de positionner tous ces cubes sur notre niveau, de générer notre grille en fait. Donc on sait que la finalité maintenant, ça va être ça, dès le début du jeu, de faire X fois la création d'un acteur et tout le reste du code que nous voyons là, que nous allons analyser, va nous permettre de positionner ces acteurs sur notre niveau. On l'a vu, hein, quand on lance le jeu, on a un positionnement sous forme de grille, on a bien les cubes qui sont alignés les uns à côté des autres, sous forme de grille. Rentrons donc un petit peu plus en détail, vous allez voir, ça va être super intéressant. Comment est-ce qu'Unreal a fait ça? Déjà, pour définir le nombre de cubes présents, ils ont créé une variable qui s'appelle size, et cette variable size va permettre de définir le nombre d'acteurs que l'on va venir positionner, que ce soit sur des lignes ou sur des colonnes. Parce qu'effectivement, ça pour le coup, ils sont partis sur un affichage en carré, donc on va avoir autant de lignes que de colonnes. Ce qui fait que pour définir ce nombre, ils ont pris une variable qu'ils ont définie à la base à 3, et cette variable, ils la multiplient par elle-même, donc 3 fois 3, pour définir bien évidemment le nombre de cubes qu'on va en avoir dans un carré. Et qu'est-ce qu'ils font ensuite pour le mettre ici dans le last index? Ils soustraient 1. Pourquoi ils soustraient 1? Parce que dans le for loop, le premier index ici utilisé, c'est le 0. Ce qui veut dire que l'index 0 va s'exécuter une fois pour le premier cube. Donc vous voyez à ce décalage index 0 pour le premier cube. Ce qui veut dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, si on ne faisait pas ce moins 1, 3 fois 3 ça fait 9. Donc on bouclerait du 0 à 9. Et bien si vous comptez sur vos doigts, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 10 en tout. Ça ferait spawn 10 cubes. Donc nous on ne veut pas faire spawn 10 cubes, on va en faire spawn 9. Donc comme on part de l'index 0, on soustrait 1 pour être sûr que mathématiquement parlant, on ait le bon code. Donc ça nous permet maintenant de savoir qu'on va faire spawn 9 cubes. Maintenant, la position, le positionnement de ces cubes sur notre scène, comment ça se passe? Grossièrement, on voit ici le spawn transform de notre fonction spawnActor qui nous permet, rappelez-vous, le transform c'est ceci, des informations de location, de rotation et de scale. Étant donné que la rotation n'est pas prise en compte, ce sera toujours la même rotation. Étant donné que l'échelle n'est pas prise en compte, on n'a pas des cubes de taille différente, tout ça, ça restera aux valeurs par défaut. Et donc, du coup, ce qu'a fait Unreal, c'est qu'il s'occupe uniquement de la partie location. On va le voir dans un instant, hein, mais la location, elle sera là, c'est-à-dire la bonne location pour chacun des cubes. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils sont passés par un node de conversion qui se met automatiquement. Si je viens ici et que je vais là, il y a un node de conversion qui permet de former une valeur de type transform avec donc 0 en rotation et 1 en scale automatiquement, qui est renseigné là. Ça évite de reconstituer totalement en transform avec des valeurs par défaut. Maintenant, continuons, et donc cube par cube, comment Unreal fait pour positionner les différents acteurs? Le premier élément, il est là. Tac, donc on va partir avec le make vector pour constituer le x et le y. Le z, ça va être la hauteur. Tous nos cubes étant alignés sur la même ligne, sur la même ligne, en fait, sur la même hauteur. Du coup, le z restera toujours à 0. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est x et y. Dernière chose, avant de regarder précisément ceci, il faut bien se mettre en tête que même si on a cette vue-là, en fait, le x, il faut comprendre qu'il va vers en haut, entre guillemets, le y vers la droite, et le z dont on ne se sert pas, c'est un vecteur qui part du cube et qui vient vers nous, en fait, qui remonte vers nous. Pourquoi je précise ça? Parce que réellement, la scène, hop, il faut la voir comme ça. Si je prends, par exemple, mon landscape, vous voyez que le x, il part vers la droite, le y, il vient là, et le z, il part vers le haut. Et nous, on a cette vue-là. Donc, à chaque fois qu'on va positionner des éléments en x et en y, il faut bien comprendre que le x, c'est cette direction, et le y est dans cette direction. Je reviens donc ici.
Prenons le premier élément. On va prendre deux exemples. Le premier élément, le premier cube, le deuxième, et après vous allez comprendre la logique, ce sera bon. Le premier élément, on fait d'abord ça pour la partie x, c'est-à-dire on prend l'index. L'index du premier index, ce sera forcément 0. On va faire 0 modulo, attention, c'est pas une division, 0 modulo plein de choses après, mais en fait on s'en moque, parce qu'à partir du moment où on fait un 0 modulo, le résultat sera forcément 0, tout comme quand on multiplie 0 avec quelque chose, ça fait 0. Donc du coup, peu importe ce qu'on fait après, le résultat sera forcément 0 pour le premier élément. Ça veut dire qu'en x, notre premier cube va se positionner, clac, au début de notre, enfin là où se situe en fait notre acteur dans notre niveau, l'acteur étant ce blueprint sur lequel on est en train de travailler. Maintenant, pour l'axe Y du premier élément, ça va se passer comment? Y, on voit que ça passe ici, hop hop, on remonte, ça prend quoi? Ça prend l'index qui est à nouveau 0. On va diviser 0 par la taille ici de notre la taille, donc la variable taille, qui est cette fameuse valeur de 3, puisqu'on fait du 3 par 3. Mais à nouveau, on va diviser 0 par quelque chose, donc ça va faire 0. Donc peu importe ce qui est fait après comme calcul, on voit que ce qui va être retourné ici va être 0 en Y. Donc le premier cube qui va apparaître, il va avoir pour coordonnées, on est en train de créer une valeur que l'on va donner comme ça à notre spawn, qui va être de 0 en X, de 0 en Y, et que l'on va ajouter ici à la position initiale de l'acteur. La position initiale de l'acteur, si je le reprends, mon puzzle block grid, elle est ici. Donc on va dire notre premier cube, il va se positionner ici. C'est pour ça que quand on appuie sur play, on a notre premier cube qui apparaît là. Le centre du cube servant en fait de positionnement. C'est un cube avec le pivot qui est pile poil au centre, raison pour laquelle on le voit comme ça. Ok, donc ça c'est le premier élément. Mais là pour l'instant, je vous ai évité le modulo, je vous ai évité plein de choses. Mais passons à l'index suivant qui va être le 1. C'est-à-dire le cube numéro 2 qu'on va positionner automatiquement sur la scène. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner index 1 modulo 3, puisque c'est toujours avec notre variable qu'on le fait. En fait, le modulo, il faut comprendre que là, on s'en sert pour ce cas, mais on peut s'en servir dans plein de situations différentes dans les jeux et en programmation. Et par exemple, dans les jeux, vous allez vous en servir quand vous allez travailler sur un inventaire de type World of Warcraft, vous savez, où vous n'avez pas un item par ligne, mais vous avez 3 items par ligne, 4 items par ligne, donc un affichage comme ça, comme on est en train de le faire en fait, hein, en ligne et en colonne. Et bien à ce moment-là, pour savoir à quel moment vous devez entre guillemets changer de ligne ou de colonne, vous allez utiliser justement le modulo, qui est le résultat d'une division euclidienne. Ne partez pas, je vous assure, c'est pas si violent que ça. Au contraire, c'est fortement pratique. Pour être à l'aise au début, vous prenez Internet, vous tapez calcul modulo, vous tombez sur plein de sites qui vous permettent de faire ça, et ça vous permet justement de simuler votre opération de modulo. J'essaie de réduire un petit peu la taille. Voilà, on va le garder comme ça. Donc je vous disais là, qu'est-ce qu'on a? On a l'index 1, donc vous mettez 1 en X. Le size, c'est 3. On fait 1 modulo 3. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est 1. Ça veut dire que du coup, ici, notre calcul de la position X de l'élément suivant, on va faire quoi? On va faire 1 que l'on va multiplier par quoi? Que l'on va multiplier par la variable block spacing, qui a été créée là aussi par Unreal, qui est définie à 400 unités. Pourquoi? Parce qu'Unreal s'est dit, OK, l'espacement qu'il va y avoir entre chaque spawn de cube va être de 400 unités. Et donc à chaque fois, on va séparer de 400 unités chacun des cubes. Pourquoi 400 unités? On dirait que c'est pas beaucoup par rapport à chacun des cubes, parce qu'une fois de plus, le cube, on va le voir après quand on va travailler vraiment sur les cubes, le pivot est au centre du cube. C'est-à-dire qu'on va avoir 400 unités en gros entre ici et ici. Mais on ne va pas avoir 400 unités entre le bord de ce cube et le bord de ce cube-là. Chaque fois, c'est la position du pivot qui est prise en compte, raison pour laquelle on a peu d'espace entre les cubes, malgré cette unité de 400. Et donc là, c'est ce qu'on va faire. On fait modulo, donc on a vu que ça faisait 1, on multiplie 1 par 400 qu'on vient renseigner en X. En Y, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ceci. On va venir prendre le 1, qu'on va diviser par 0, qu'on va diviser par 3, pardon. Mais par contre, attention, ici, on est sur du type integer. On n'est pas actuellement sur du type float. Si on faisait du 1 divisé par 3 en prenant en compte les décimales, alors à ce moment-là, bien évidemment, ça nous donnerait des valeurs à décimales et donc on n'aurait pas des valeurs fixes. Et ça nous donnerait d'ailleurs des choses absolument cheloues. Je prends ma calculatrice. Le résultat que ça nous ferait 1 divisé par 3 que l'on multiplierait tout de suite après par le block spacing ici qui serait de 400. Ça nous donnerait donc un espace de 133,33, etc. Et là, on se dit, c'est pas forcément super logique d'avoir ce résultat-là d'Unreal. Sauf que, en faisant attention, on est sur de l'integer. C'est-à-dire qu'on va diviser un integer par un integer. Ce qui veut dire que le résultat ne va pas nous donner un nombre à décimales. Et si on multiplie 1 divisé par 3,
ça va nous donner non pas le résultat qu'on a vu tout à l'heure, mais ça va nous donner tout simplement 0. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas avoir un résultat qui va être supérieur à 1, ça va nous donner 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je viens dans mon univers 3D, accrochez-vous, c'est un petit peu complexe, mais pas tant que ça. Ma première ligne ici, donc le premier bloc, on l'a vu, c'est 0, 0, il n'y a pas de souci. Le deuxième, on a vu qu'avec le modulo, on allait mettre 400 en X, mais par contre, on voit quoi en Y? Eh bien, on voit qu'on est toujours sur la première colonne. Et là, en fait, on comprend la génération. Elle se fait de haut en bas et de gauche à droite. On va d'abord créer cette colonne, puis cette colonne, puis cette colonne. Donc le deuxième cube, le X, on l'a vu, ça faisait 400. Par contre, en Y, on n'a toujours pas de déplacement vers la droite parce que 1 divisé par 3, ça va toujours nous retourner 0 en integer. Et quand on va continuer notre résultat, le 0 ici, quand on le multiplie par quelque chose, peu importe ce qu'on va multiplier, ça va toujours nous faire 0. Donc le Y, on va toujours être à 0. Je continue, je prends le dernier exemple. Je prends encore 2 exemples, mais on va aller beaucoup plus rapidement. Si on prend l'index suivant, ça va donc être l'index 2. 2 modulo 3, ça nous fait 2 le résultat. Ça veut dire qu'ici, on va multiplier 2 par quoi? Par le block spacing qui va nous donner 800. Donc en X, on va rajouter un troisième cube qui va être cette fois-ci à 800 en termes de location par rapport à la position initiale donc de notre acteur. On le voit ici, getActorLocation, on vient rajouter ces 800. Donc du coup, on a bien rajouté un troisième bloc qui est bien plus haut. Qu'est-ce que ça va donner par contre côté Y? Eh bien toujours pareil, c'est-à-dire qu'on va prendre 2, on va diviser 2 par 3, ça ne va toujours pas nous donner une valeur de 1, donc on est toujours sur du 0 qu'on multiplie par quelque chose, donc en Y, il ne va toujours pas bouger. Donc là, on vient de créer les 3 cubes. Et le modulo va nous servir à faire la suite. C'est-à-dire que, OK, on a créé notre première colonne, c'est parfait. Maintenant, passons à l'index 3, qui va être le 4e cube réellement. Ça va nous donner quoi? Eh bien, si on fait 3 modulo 3, c'est là l'intérêt justement du modulo, ça nous retourne 0. Et donc, on sait que ça y est, on a atteint notre bloc. Donc, on va passer à la ligne suivante. Étant donné que ça nous retourne 0, ça veut dire qu'en X, ici, on va faire 0 multiplié par quelque chose. Donc, notre 4e cube, il va être positionné sur l'axe X à 0. Donc, on va revenir. On est en train de travailler sur celui-ci. À nouveau, en X, pouf, on est sur notre ligne des 0, qui est cette ligne horizontale, quand on regarde comme ça notre écran. OK. Continuons sur Y. Nous sommes sur l'index numéro 3. Cette fois-ci, on va faire quoi? On va faire 3 divisé par 3. Ça va nous retourner 1. Et donc, du coup, on va faire 1 fois 400. Et c'est là où on va commencer à créer ce décalage sur Y. Donc, le bloc numéro 3, cette fois-ci, on va être en 0 en X. C'est pour ça qu'on est sur cette ligne en bas. Et par contre, on a ce décalage vers la droite de 400 unités, puisque effectivement, on a bien notre division qui va nous permettre de décaler ici sur l'axe DY le résultat. Et donc à chaque fois, on va avoir cette logique et vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez et vous verrez que ce sera toujours bon. D'ailleurs, si on prend notre size et qu'on met par exemple 4, eh bien vous allez voir qu'à la volée, du coup, ça va nous créer une grille. Je passe en simulation avec F8. Ça nous crée une grille avec donc une grille en 4x4 et on peut aller comme ça, autant de fois que l'on souhaite, modifier donc le nombre de grilles, avec toujours cette contrainte d'avoir un carré, puisque la base, c'est justement d'avoir le même nombre de lignes et de colonnes. Ok, on vient de voir largement le plus dur de ce template-là. On regarde en dessous ce qui se passe. On voit qu'on a la possibilité de rajouter un score qui est mis, donc c'est un événement qui est mis à l'intérieur de celui-ci. Et effectivement, c'est logique puisque c'est dans ce blueprint que nous avons, rappelez-vous, hein, ce texte-là. Donc on va regarder ce custom event quand il va être appelé, ce qu'on va faire. On a une variable score qui a été créée, qui est initialisée par défaut à 0. Et du coup, à chaque fois qu'on va appeler cet event, on va rajouter 1 à ce score. On va le set tout de suite après dans la variable. Donc on prend la variable, on ajoute 1, on met à jour notre variable avec ce nouveau résultat. Et ensuite on fait quoi? Bien, on prend notre composante de score text ici et on appelle une fonction qui s'appelle setText qui permet de mettre son texte à jour justement. Dernière chose qu'on va prendre ici, c'est ce bloc-là qui va nous permettre de récupérer le score et de formater en fait ce texte. Comment est-ce qu'on formate le texte? Bien ici, vous voyez, vous avez cette fonction formatText qui va vous permettre justement de faire l'équivalent, si vous voulez, d'une concaténation de chaînes de caractères. En mettant ici entre crochets le score, ça va venir récupérer la valeur que nous allons mettre ici. Du coup, en reliant, ça s'est fait automatiquement, en reliant cette valeur-là, clac, on a je vais le convertir directement en texte. Je pensais que c'était automatique, mais pas du tout. En fait, il y a une conversion qui a été faite, étant donné que le format ici, on a besoin d'avoir une chaîne de caractères qui est au format texte. Du coup, ça convertit le texte. On va quand même regarder si on le met directement, quel est le résultat que ça donne. Est-ce que cette fonction comprend automatiquement et fait la conversion automatiquement d'un integer ou pas? Testons tout de suite. Hop là, je reviens en jeu.
Ouais, ça le fait malgré tout quand même sans faire la conversion. Maintenant, c'est plus propre de travailler avec les bons types de variables d'Android. Donc, on est ici dans une chaîne de caractères. On récupère la chaîne de caractères, c'est parfait. Vous notez qu'entre crochets ici, ça permet donc de rajouter automatiquement des inputs à notre fonction. Donc, si on met, je ne sais pas, on va faire appel à Tata, automatiquement, ça va nous rajouter un input ici qui va nous permettre de façon dynamique de faire rentrer une valeur là-dedans. Et ça va automatiquement donc enchaîner ici, créer notre chaîne de caractères avec cette méthode-là. Je vais refermer ça et on garde uniquement le score. Donc ça, c'est la façon dont ça a été fait pour afficher simplement le score à l'écran au fur et à mesure que nous évoluons. Le système procédural de création de grille ayant été fait, on va maintenant regarder ce fameux acteur là qu'on est en train de faire spawn, qui s'appelle le puzzle block. Et le puzzle block, on l'a ici, hop là, c'est cet acteur-là, qui ressemble donc à ceci. On va analyser rapidement ses composantes comme d'habitude. On a le scene root qui est donc la base. On a après le static mesh qui est ce cube. Et vous voyez bien que le pivot il est au centre du cube. Je vous expliquais tout à l'heure l'espacement entre les différents éléments. Et après, on a cette box collision qui va nous permettre de gérer la collision avec notre curseur quand on va survoler ça ou avec la réalité virtuelle. En fait, ça permet d'avoir plus de profondeur. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait un truc aussi profond, mais effectivement, ça permet de gérer plus facilement la collision, ou en tout cas d'avoir des distances plus proches comme ça avec nous. Maintenant qu'on a vu la partie componente, regardons tout de suite ce qui a été fait dans la partie blueprint. Dans la partie blueprint, on a ça. On a donc tout d'abord la gestion de quand on va cliquer justement sur un des cubes. Puisque là, je vous rappelle que maintenant, on travaille sur les cubes. On a 3 possibilités dans ce jeu pour pouvoir cliquer dessus. Soit avec la souris, et vous voyez le on-click, on n'a pas besoin de vérifier si c'est clic gauche, clic droit, etc. grâce au player controller. Rappelez-vous ce qu'on a fait au début. Mais on a aussi la possibilité de faire un begin input touch, autrement dit quand on va toucher avec les doigts. Et on peut également le faire avec le handle controller click qui est lié à la réalité virtuelle. Donc on a ces 3 éléments-là qui nous permettent de façon différente de pouvoir activer un cube. Première vérification qui est faite ici, c'est savoir si ce cube est actif ou pas. On voit ici qu'une variable isActive a été créée. Et effectivement, c'est ce qui va nous permettre dans le jeu, quand on va cliquer sur un cube, de pouvoir soit prendre en compte le clic et ajouter 1 au score, soit ne plus le prendre en compte parce que il a déjà été activé. Donc ça, ils sont passés par une variable de type boolean. Et cette variable qu'ils ont créée, qui s'appelle isActive, la première chose quand on clique sur le cube, c'est vérifier si actuellement c'est actif ou pas, si on a déjà cliqué ou pas. Si on a déjà cliqué, on ne fait plus rien. Et par contre, si on n'a pas encore cliqué, tout de suite après, cette même variable, on la set cette fois-ci à true. Donc effectivement, on vient de l'activer, mais ça ne suffit pas. Il faut faire le travail graphique. Et le travail graphique, il est là. On change son matériau avec la fonction setMaterial. Vous voyez qu'en target, ici, on a bien notre block mesh, le static mesh. L'élément 0 ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, quand je sélectionne mon block mesh, vous voyez, dans la rubrique Materials, on n'en a qu'un. Donc c'est l'élément 0. Si on en avait 2, on aurait élément 0 et élément 1. Ça va tout simplement nous servir à pouvoir spécifier le matériau que l'on souhaite changer. Admettons que notre cube ici, s'il avait toutes ses faces bleues, sauf celle-ci au-dessus qui serait blanche, on aurait automatiquement ici 2 matériaux. Ça ne pourrait pas se faire en un. Et à ce moment-là, on pourrait changer uniquement la couleur, par exemple, qui serait au-dessus. Là, c'est simplifié. On n'a qu'un matériau. Donc, du coup, c'est l'index 0. On laisse la valeur par défaut. Et ici, c'est le matériau orange material qu'ils ont mis pour l'afficher de couleur orange quand on clique dessus, tout simplement. On continue ici. On voit quoi? On voit qu'on appelle la fonction addScore du cube, justement, qu'on vient de voir. Rappelez-vous, juste précédemment, là, je vais revenir sur mon puzzle block grid. C'est là où j'étais. On a vu ce custom event, là, addScore. Eh bien, c'est lui que nous sommes en train d'appeler. C'est-à-dire que, hop là, quand on est là, quand on appelle le addScore, on voit qu'en target, on a le owning grid. D'où elle sort, cette grille? Parce que là, actuellement, on est dans le blueprint du cube. Et là, on appelle comme ça à la volée une variable qui permet d'appeler une fonction qui se situe dans ce owning grid, l'autre blueprint. En fait, regardez, je reviens sur notre générateur de grille. Et si on vient ici, quand on fait spawn, quand on appelle la fonction spawnActor, on voit ici le owning grid, vous voyez, c'est un paramètre dans lequel on vient renseigner une référence à lui-même, ce qui est logique puisque là, c'est le blueprint du générateur de grille. On vient le renseigner ici. Pour avoir cette variable-là, pour pouvoir en temps réel lui faire passer cette information, si je reviens dans mon blueprint de cube, vous voyez la variable owning_grid ici, elle est non seulement instance editable, c'est-à-dire qu'en jeu on peut modifier des choses, etc., mais surtout elle est expose on spawn. Le fait de cocher ça,
nous permet de pouvoir, quand on va faire apparaître l'acteur, lui faire passer justement des informations. Et c'est parce que cette variable qui a été créée est expose_on_spawn que quand on va appeler notre fonction de spawnActor, elle apparaît ici, cette variable. Donc ça nous permet en temps réel, par l'acteur qui va faire spawn justement notre cube, de dire « Oh, c'est moi qui te fais spawn ». On pourrait faire passer n'importe quelle variable, hein. Mais là, en l'occurrence, c'est ça. C'est dire « Ok, c'est moi ton générateur, hein. Donc si tu as besoin de faire quelque chose avec moi, je te donne ma référence, tu en fais ce que tu veux ». Et là, justement, comme la référence on l'a, comme on sait que cet acteur, quand il va spawn notre cube, il aura la référence à son générateur, et bien directement, on peut prendre cette variable et appeler le custom event qui appartient donc à cette variable, à ce générateur. Et ça va nous permettre d'ajouter un point. On continue ensuite en dessous. On a deux choses qui sont liées à la réalité virtuelle qui vont nous permettre de highlight on ou off justement le cube, à savoir est-ce qu'on est en train de te regarder ou pas. Alors on va le voir tout de suite après quand on va étudier justement le pawn qu'on va contrôler, nous réellement, et on verra que ça fait appel à ça. Le custom event highlight on, il va faire quoi? Ça concerne la réalité virtuelle, mais ça peut être intéressant dans tous les cas de figure, hein. En fait, la logique, elle va être la même. C'est juste que cet event, il sera appelé dans le cadre de la VR. Vérification d'abord, même chose que tout à l'heure en fait, hein. Est-ce que le cube sur lequel je suis en train d'essayer de faire quelque chose, enfin en l'occurrence de regarder, est-ce qu'il est déjà actif? Parce que s'il est déjà actif, on ne va pas changer sa couleur, on l'a activé donc on ne veut rien faire. Donc s'il est actif, on ne fait rien. Par contre, s'il n'est pas actif, on fait une deuxième vérification. Est-ce qu'il est actuellement en mode highlight? Autrement dit, est-ce qu'il est en mode j'ai changé ton matériau, je suis en train de montrer que tu es enfin surligné quoi, voilà. S'il est déjà surligné, on ne fait plus rien. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore actif. Bon, on est déjà en train de le regarder, il a déjà été surligné, on ne va pas le surligner deux fois, on le laisse surligner. Par contre, s'il n'est pas surligné, alors à ce moment-là, on lui change son matériau. Exactement ce que nous avons vu précédemment. Donc du coup, on va prendre le bloc mesh et on lui fait un changement de matériau, on lui met son base material. Et ensuite, on fait quoi? On dit, ok, la variable highlighted, qui est ici, on la set à true. Ce qui veut dire que la frame suivante ou la fois suivante, on va vouloir se déplacer, que cet événement-là va être appelé, eh bien si notre élément n'a toujours pas a été activé, si on n'a toujours pas cliqué dessus, mais que par contre il a déjà été surligné, on n'ira pas plus loin, on ne va pas changer X fois son matériau s'il a déjà le bon. Voilà à quoi sert cette variable. Et enfin, ça va être le cas inverse, ça veut dire quand notre regard va partir, on va exécuter, on va le voir après, ce custom event, le highlight off, et ça va nous servir à quoi? Même chose. Est-ce qu'il est actif? Non, alors on continue notre script. Est-ce qu'il est actuellement surligné? Oui. À ce moment-là, on ne veut plus le surligner puisqu'on regarde ailleurs. On veut off le highlight. À ce moment-là, on rechange le matériau à sa valeur initiale qui est le blue, et la variable highlighted, on la set à off. C'est l'effet inverse en fait de ce qu'on a fait au-dessus. On continue avec le dernier élément de ce blueprint en dessous. Là, ça va être la même chose, mais cette fois-ci, géré par la souris. C'est-à-dire on begin cursor over. C'est-à-dire quand on est en train de passer notre souris par-dessus, justement, le cube. Là, la logique, elle est exactement la même. Est-ce que le cube a été activé? Oui, je fais rien. Non, je continue. S'il n'a pas été activé, est-ce qu'actuellement, il est déjà surligné ou pas? S'il est déjà surligné, on ne fait plus rien. On reste dessus, c'est bien, on est content. Si par contre, il n'est pas encore surligné, à ce moment-là, on prend le bloc mesh et on change son matériau. Et la variable, on dit, OK, maintenant, il est surligné. Ce qui nous permettra de ne pas faire X fois la même chose après, vous l'avez compris. Et le cas inverse, quand notre souris quitte le bloc, eh bien on fait la même logique, mais à l'envers. Est-ce qu'il est actif ou pas? Toujours cette vérification. Et s'il n'est pas actif et qu'il est surligné, alors à ce moment-là, on change le matériau pour lui remettre son matériau normal et on désactive, entre guillemets, on passe à false la variable highlighted. Voilà donc comment ça marche pour cette partie de blueprint du puzzle block. Donc ça, c'est la partie qui gère chacun des cubes. Passons au dernier élément. Le dernier élément qui est ici, le Puzzle Player Controller. Donc ça, en fait, c'est l'acteur qui va spawn quand on va lancer la partie. C'est lui qu'on va contrôler avec notre Player Controller. Et là, c'est marrant de voir ça, mais quand on va dans le viewport, et puis surtout, on le voit ici, en haut à droite, on voit que Epic a opté pour une classe de type caractère, donc de type personnage. C'est marrant parce que pour le coup, on ne va pas contrôler un personnage. Donc on pourrait mettre d'autres classes, hein. Mais en l'occurrence, là, c'est cette classe-là qui a été choisie. Donc on voit quoi? Classique au niveau des componentes. On a un capsule component, mais qui va nous permettre de gérer des collisions. Mais en l'occurrence, dans le jeu, on s'en moque. Un arrow component qui nous permet de montrer un petit peu la direction dans laquelle on va être tourné, mais on s'en moque. Le mesh qui est donc vide, puisqu'on n'a pas de skeletal mesh, on n'a pas de personnage, on n'a pas de représentation graphique. Le character movement ici, c'est le component de base de la classe character qui nous permet de gérer plein de choses par rapport au déplacement. On s'en servira pas, donc je ne vais pas plus loin. Par contre, ce qui nous intéresse, parce qu'il y a quand même des choses qui nous intéressent, c'est la VR caméra et le FP caméra qui sont, regardez, au-dessus. La VR, ça va être pour tout ce qui va concerner réalité virtuelle.
Et l'AFP, j'imagine pour first person peut-être, qui va concerner ceux qui n'ont pas de VR, ce qui est mon cas. On voit quoi pour ces deux caméras? Quand on les sélectionne toutes les deux, on voit que l'activation elle-même, à savoir décocher, vous connaissez maintenant la logique des pics, on désactive toutes les caméras et au lancement du jeu, ou en tout cas quand l'acteur va spawn, on vérifie si on a un casque de réalité virtuelle ou pas. Si on a un casque de réalité virtuelle, on active elle, sinon on active l'autre. Et si on va dans l'event graph, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Premier élément, c'est ça. Event begin play, on vérifie si on a notre casque et si notre casque est activé. À ce moment-là, on prend notre caméra de réalité virtuelle, on l'active. Sinon, on prend l'autre caméra et on l'active. À côté, notre fonction aussi, qui est liée à un action mapping, qui s'appelle Reset VR, on pourrait l'appeler n'importe comment, qui est reliée donc à une touche d'un élément de réalité virtuelle et qui va nous permettre de reset la position et l'orientation de notre casque. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne suis pas équipé. On continue ensuite en dessous. On a ici une fonction, ça va être mis sur un tick, donc à chaque frame, qui va nous permettre ici, on le voit, ça va être vraiment typique pour la réalité virtuelle, mais on peut s'en servir une fois de plus dans plein d'autres cas, savoir si le joueur est en train de regarder ou pas un bloc, et si c'est le cas, lancer l'highlight, donc le surlignage, entre guillemets, ou pas de ce bloc. Et là, si on check ça, on fait quoi? Sur chaque image par seconde, à chaque frame, pardon, on fait cette vérification, savoir si on a le casque, et si on a le casque, on continue. Donc là, la logique, c'est à chaque frame de tracer une ligne invisible qui part du casque de réalité virtuelle, qui part dans la direction dans laquelle on est en train de regarder, sur une certaine distance, et vérifier s'il y a un acteur qui entre en collision sur cette distance-là. C'est exactement ce qu'on fait ici. On prend la caméra de VR en tant que point de départ, et pour la destination, on prend la direction dans laquelle elle regarde, on ajoute une distance de 8000 unités, et on regarde avec cette fonction de line trace. Tous les tutos sont sur ma chaîne par rapport au line trace. On regarde ici le out hit, ce qui nous ressort. Et effectivement, si on heurte un acteur, alors à ce moment-là, on fait quoi? Eh bien, on passe à la deuxième partie de notre script. On fait un cast ici sur le puzzle block. Autrement dit, on vient de toucher un acteur, mais ça peut être le sol, ça peut être des murs, ça peut être plein d'autres choses. Et donc, on a besoin de vérifier si actuellement, on est en train de toucher un bloc, de toucher un cube, pour savoir si on doit le surligner ou pas. Pour ça, on fait un cast. Effectivement, quand on prend un acteur, qu'on passe un object ici et qu'on fait un cast sur une classe, eh bien, si l'acteur sur lequel on travaille est bien de cette classe, le premier pin d'exécution sera exécuté. En gros, c'est un cast success. Et sinon, le cast fade est exécuté. Non, l'acteur que vous êtes en train de regarder n'est pas en cube. Première partie, si c'est un cube, eh bien, on voit que Unreal a passé un variable ici qui s'appelle current block focus, donc la référence au cube que nous sommes en train de regarder, et exécute dans la foulée le custom event highlight on que l'on a vu précédemment, qui permet de changer le matériau, etc. Et comme c'est à chaque frame, il faut bien comprendre que la frame 2403 de notre jeu, je peux regarder un cube, et la frame suivante 2404, je peux ne plus regarder ce cube. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler la fonction highlight off qu'on a vue, qui est de redonner au cube qu'on regardait précédemment son matériau initial, puisqu'on n'a pas cliqué dessus. Et c'est ce qu'on va faire. La frame suivante, si on regarde par exemple le sol, qu'on n'est pas en train de regarder un cube, il va se passer quoi? Bien exactement la même chose, sauf que ici, l'acteur qu'on est en train de toucher, ça va nous retourner un cast fade, si ce n'est pas un cube. Et à ce moment-là, quelle est la suite du script? La suite, elle est de dire, OK, est-ce que juste avant, tu regardais un autre cube? Donc on va prendre cette variable qui est là, et on va vérifier si elle est valide. Autrement dit, on va voir si dans cette variable que l'on a créée, est-ce qu'on a vraiment la référence à un cube qui est sur notre niveau. Si c'est le cas, si c'est valide, alors à ce moment-là, on appelle de ce cube le custom event highlight off, qui va nous permettre d'éteindre, entre guillemets, ce cube. Et tout de suite après, on fait quoi? Notre variable current block focus, on la set, mais sans rien enseigner. En fait, on va la set à nul, tout simplement. Il n'y aura pas de référence dans cette variable qui sera enseignée. Ça veut dire que ça nous retournera is not valid et on fera rien. Ce qui sera le cas, par exemple, au tout début. C'est-à-dire, si vous lancez le jeu, que vous êtes en réalité virtuelle et que vous ne regardez pas les cubes, eh bien, à chaque frame, il va se passer ça. Ça va venir ici, vous allez regarder le sol, ça va venir, ça va dire non, le cast fade, ça va prendre votre variable current block focus, ça va vérifier si elle est valide et ce ne sera pas valide, puisque vous n'aurez jamais encore regardé de cube. Donc, il n'y a rien qui aura été enregistré là-dedans. Du coup, vous ne ferez rien. Vous n'allez pas highlight off tous les cubes parce que vous n'avez pas encore regardé. Ils seront déjà tous en highlight off. Donc, du coup, c'est ceci qui sera exécuté et il ne se passera rien. Donc, ça, c'est pour la partie, vous l'avez compris, VR. Et enfin, on va venir ici. On a un dernier élément qui est en rapport avec la VR aussi, c'est-à-dire le fait de pouvoir cliquer justement, mais avec un élément de VR. C'est un action mapping sur lequel ont été mis des touches du matériel de réalité virtuelle. C'est-à-dire, je suis en train de regarder un cube, je clique sur un élément de réalité virtuelle pour dire que je veux interagir avec. Et bien là, la logique, elle est pareille. On prend
la variable currentBlockFocus. On vérifie si actuellement on a un bloc de renseigné ou pas. Si on est en train de regarder un cube, forcément ce sera renseigné, donc ce sera valide. Et à ce moment-là, on va exécuter cette fonction, ce custom event. Et rappelez-vous, ce custom event, si je double-clique dessus, on revient ici. Ça fait partie des 3 éléments, comme le clic de la souris, qui nous permettent de pouvoir justement dire je sélectionne cet élément-là. Et donc c'est comme ça que ça va se passer. Voilà pour le tour donc de ce template, tout ce que je pouvais vous dire sur ce template de puzzle. En fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on peut imaginer dans tous ces templates, et je trouve ça super intéressant justement de regarder. Là, il y avait un petit peu de génération procédurale de notre map, il y avait le modulo qui est super intéressant en programmation, les changements de matériaux qui sont super intéressants aussi, la gestion des clics, la gestion de la souris plus globalement avec le player controller, bref, plein de choses. J'espère que vous avez apprécié, et puis moi je vous donne rendez-vous. Prochain tuto, prochaine analyse, ciao!